Bonsoir à ceux qui nous rejoignent dans Intégral Weekend et bienvenue sur CNews. Cette semaine, la concertation préalable au 4e plan autisme autour du président de la République qui, on le sait, affiche un intérêt marqué pour ce thème lors de la campagne présidentielle. Le terme autisme regroupe une multitude de troubles plus ou moins lourds. On parle de troubles du spectre autistique. Pour en parler ce soir autour de moi, j'accueille Vincent Dennery. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association Agir et Vivre l'autisme. Vous êtes également directeur de la Fondation pour l'enfance. À vos côtés, Cécile Pivot. Vous êtes journaliste et auteur de Comme d'habitude, paru aux éditions Calmin-Lévy. Vous êtes également mère d'un enfant autiste. C'est ce que vous racontez en substance, ce parcours, ce chemin de vie avec votre fils dans cet ouvrage. Et puis à ma gauche, Lilia Rechetniak. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Alors vous êtes présidente et cofondatrice de Hippipine, je le prononce bien? Tout à fait. C'est une start-up dédiée à l'intégration des profils neuroatypiques dans le monde du travail. On peut peut-être préciser que vous êtes vous-même concerné par le syndrome d'Asperger. Oui, alors on en reparlera un peu plus tard. On en reparlera un petit peu. Alors, je vous laisserai préciser tout cela. À ceux qui nous rejoignent, donc l'autisme est un trouble développemental débutant a priori avant l'âge de 3 ans. Il touche simultanément les interactions sociales, la communication, qu'elle soit verbale ou non verbale, le comportement avec parfois des gestes répétitifs, stéréotypés, des rituels, et des intérêts restreints. D'abord, je m'adresse à tous les trois. Est-ce que cette classification, cette définition vous paraît correct? Est-ce que ce sont des raccourcis ou est-ce qu'en gros, je suis dans le vrai là, dans ce que je viens de décrire? C'est un raccourci, mais vous êtes dans le vrai. Ah, très bien. Alors il y aurait tant à dire, j'imagine. Il y aurait tant à dire, mais vous êtes dans le détail, oui. Mais... Oui. Alors vous, en tant que... Ce qui me paraît bien, c'est que c'est conforme à l'état des connaissances et à ce qu'on dit la haute autorité de santé en France. Donc ça clôt un certain nombre de débats, donc ça me paraît très bien. État des connaissances qui sous-entend peut-être qu'on en est à une connaissance parcellaire de ce vaste domaine. On aura sans doute l'occasion d'en parler à l'occasion de ce débat. On va voir d'ailleurs avec vous qu'il y a un certain nombre de problèmes posés dès le diagnostic, et notamment en France. Les estimations de la Haute Autorité de Santé font état d'une prévalence de 1 personne sur 150. Alors 1 à 1,5% de la population mondiale diagnostiquée comme autiste, ou en tout cas étant concernée par des syndromes autistiques. Mais en France, il se trouve qu'on n'en identifie que 0,36%. Déjà, il y a un problème. À quoi est-ce que c'est dû? Parce qu'il n'y a jamais eu d'études en France. C'est-à-dire que tous les autres pays ont fait des études et qu'en France, il n'y a jamais eu de vrai recensement sur les personnes autistes. Ce qui est la première chose, à mon avis, à faire. Enfin, l'une des premières choses, ça va être ça. Ça va être de faire une sorte de recensement dans toute la France, enfants et adultes, sur les personnes autistes. On n'a pas ça en France, ce qui est aberrant. Hein. Alors justement, il y a 2 mini-études en fait qui existent dans 2 départements qui datent de pas mal d'années et qui ne s'appuient pas sur l'état des connaissances précisément, donc qui ne font pas un recensement suffisant et surtout qui n'est pas du tout national. Donc on n'a aucune visée épidémiologique pour le moment, effectivement, du nombre de personnes concernées en France et surtout des réponses qui leur sont données aujourd'hui. On ne sait pas où elles sont. Oui, et ce 0,36%, c'est pas qu'on a moins d'autistes, hein, on en a tout autant. Non, mais bien sûr, c'est un problème de... Est-ce que ce recensement, la difficulté du recensement n'est pas justement due ou liée au fait qu'il est difficile de diagnostiquer l'autisme, y compris au plus jeune âge? Peut-être que vous voulez vous exprimer là-dessus, Lilia? Oui, en fait, je voulais aussi rajouter que, à mon avis, il y a une grande méconnaissance d'un des côtés du spectre autistique, c'est l'autisme de haut niveau. Il y a énormément de personnes qui passent vraiment au travers des mailles du diagnostic parce que les professionnels qui posent les diagnostics ne connaissent pas assez bien. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il est important de mettre en lumière et du coup de mettre en avant pour que ça change. Est-ce que... Allez-y, je vous en prie. Je confirme tout à fait, et plus encore pour les femmes. Exactement, merci. Tout à fait, ouais. Alors voilà, il convient de préciser, bon ça les gens le savent en général, que l'autisme touche 4 fois plus de garçons que de filles, mais il y a encore des difficultés. Ce qui est en train de changer justement, parce que dans les pays où les modalités de diagnostic s'affinent, on voit bien que le ratio n'est plus tout à fait celui-là. Ouais, il est plutôt de 3 pour 1 que de 4 pour 1. Que de 4 pour 1. Mais néanmoins, il y a des difficultés à diagnostiquer à proprement parler les signes chez la femme. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents, les moyens de diagnostic chez une femme, en tout cas les manifestations sont différentes? Les manifestations sont différentes. Disons que les 3 grandes catégories par lesquelles on définit l'autisme sont les mêmes, mais ça va s'exprimer mêlé à la nature féminine. Donc beaucoup plus douce, on va beaucoup plus facilement dire que la femme est timide,
qu'elle est trop sensible, qu'elle est dans son coin, mais pas forcément qu'elle est autiste. On n'y pense pas. On ne parlera pas en notion de personnes renfermées ou de choses comme ça qu'on pourrait dire de manière un peu caricaturale pour les garçons, Oui, peut-être. auquel on sera plus sensible pour un garçon. Tout à fait. Alors, on a coutume de dire qu'il y a des cas très disparates d'autisme qui ne sont pas détectés parce que c'est à des degrés très divers. Est-ce que c'est pas là aussi que réside justement cette difficulté de diagnostic? Parce qu'on dit communément qu'il y a des dizaines, voire des centaines de formes différentes d'autisme. Est-ce que c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. C'est bien pour ça qu'on parle de spectre autistique. C'est que dans les autistes, vous avez vraiment un peu de tout, quoi. Il y en a qui sont autonomes, il y en a qui ne le sont pas du tout. Il y en a qui parlent, d'autres qui ne parlent pas. Il y en a qui sont violents, d'autres qui ne le sont pas. Et c'est là où est le problème de la prise en charge. C'est un vrai problème. C'est parce que il faut trouver une prise en charge qui est adaptée à peu près à chaque personne autiste, ce qui est extrêmement compliqué. Et est-ce que les manifestations sont les mêmes Pour chez rester au l'enfant? niveau du diagnostic, c'est vrai que certains enfants qui présentent dès Voilà. 6 mois à 1 an des anomalies sérieuses du développement, aucun regard, des comportements déjà répétitifs, forcément l'environnement et les parents et les médecins de première ligne que les parents vont voir vont s'inquiéter, vont encourager les parents à aller voir des spécialistes. En revanche, pour des enfants plutôt de type syndrome d'Asperger, qui vont développer des compétences de langage, de communication, des capacités d'apprentissage réel, la prise de conscience va être plus tardive. On ne va pas mettre de mots dessus voilà, aussi plus facilement. tardivement, et donc forcément avec un diagnostic retardé. Est-ce que vous voulez peut-être revenir à votre cas? J'ai senti que vous mettiez un bémol à ce que je disais dans ma présentation vous concernant. Tout à fait. Merci. Effectivement, en fait, j'ai un besoin d'honnêteté, là, pour le coup, qui est très propre à beaucoup d'autistes. En fait, j'ai appris ce que ça veut dire l'autisme à l'âge de 29 ans, donc très tard. Et après, j'ai passé des prédiagnostics avec une psychologue, puis une deuxième. Puis j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui accompagnent au quotidien des autistes de haut niveau, des job coachs, des psys. Et toutes m'ont dit, oui, toi, tu fais partie tu es concerné par l'autisme au féminin. J'ai lu le livre de Rudy Simone, l'autisme Asperger au féminin, qui m'a expliqué toute ma vie. Et en revanche, quand j'ai passé les tests classiques pour l'autisme de haut niveau, qui sont internationalement pratiqués, avec un médecin, elle m'a dit que, grosso modo, un autre médecin aurait franchi le seuil, mais elle, vu qu'elle pense qu'il y a des personnes concernées par des handicaps plus lourds qui ont vraiment besoin d'aide et que moi je n'en ai pas besoin, elle va pas me donner le diagnostic. Honnêtement, pour moi, personnellement, ça ne m'a pas spécialement ébranlé. C'est pas très grave. Et, juste, ce qui me touche vraiment, c'est que il y a du coup beaucoup de personnes qui compensent de trop parce qu'elles ont eu l'habitude de compenser, parce qu'à l'âge adulte, on a pris certaines habitudes et on a certains fonctionnements. Et du coup, ces personnes-là, en fait, avoir une aide, même si elle est toute petite, les soulagerait énormément. Et elles seront privées de ces aides, du coup. Après, je peux comprendre et je respecte totalement la démarche de ce médecin parce qu'il y a aussi beaucoup d'abus. Donc voilà, il faut juste distinguer. C'est un débat important parce que tout à fait. Il y a un débat qui est tranché sur lequel personne ne revient, c'est que le diagnostic doit être le plus précoce possible parce qu'il faut donner toutes les chances à l'enfant de pouvoir corriger des trajectoires qui pourraient devenir compliquées. Par contre, effectivement, ce qui est important, c'est que le diagnostic soit quand même révélé et posé un jour. Parce qu'il y a des parents qui se demandent, est-ce qu'il faut que j'étiquette mon enfant? Et il y a des professionnels qui ne souhaitent pas étiqueter les enfants. Or, on se rend compte aujourd'hui que c'est une vraie demande, un vrai besoin presque d'identité que des personnes atteintes d'autisme, notamment Asperger, et cette conscience et cette révélation qu'effectivement, ils sont dans le spectre, parce que ça les aide à comprendre tout un tas de choses et à assumer leurs difficultés. J'aimerais qu'on parle aussi des mesures d'accompagnement et de ce que l'État fait en la matière, puisque hier il y a eu cette concertation à propos du 4e plan autisme qui doit voir le jour, j'imagine, dans les mois qui viennent. En tout cas, dans les 6 mois qui viennent, on en est aux prémices. Il y a eu 3 plans autisme. Il y a eu 2005, 2007, 2008, 2010, 2013, 2017, avec des enveloppes allouées à chaque fois qui ont été assez différentes. D'ailleurs, le montant alloué a augmenté au fil des années. Mais force est de constater, enfin c'est ce qu'on entend communément chez les spécialistes de ce dossier, que ces plans n'ont pas souvent abouti, qu'il y a eu des défaillances, qu'il y a eu, on y reviendra sans doute, de l'argent qui n'a pas été utilisé à bon escient. Est-ce que le terme même de plan autisme n'est pas un peu barbare à vos yeux, un peu
trop caricatural même, d'appeler ça le plan autisme. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que ça vous surprend? Ou est-ce qu'au fond, c'est pas très grave? Le terme un peu choc Non, pas du tout. Non. vous paraît adapté? Non, si on en fait quelque chose de ce plan autisme... C'est pas réducteur, donc, à vos yeux? Non, quoi, ce serait réducteur? Non, je vois pas. Non, si on en fait quelque chose de bien, c'est plutôt bien. Alors là est l'essentiel. Quels sont vos attentes? L'enjeu et le fond du plan, pas le terme. Effectivement, après, on peut s'interroger sur la logique du plan. Monsieur Macron, hier, a évoqué Alors justement, qu'est-ce que vous en attendez de ce plan, de ce 4e plan? Parce que la présidente de la Fondation elle-même a trouvé que c'était un petit peu limite, tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Oui, ça a été limite. Alors oui, là, on va dire que l'attente est toujours aussi forte. Si vous voulez, déjà, le problème qu'il faut rappeler, c'est que la France n'a toujours pas compris, on a parlé d'épidémiologie il y a un instant, qu'il y a à peu près 7000 à 7500 enfants qui rentrent chaque année dans le spectre de l'autisme. Et malheureusement, les mesures qui sont mises en œuvre en termes de capacité ne répondent pas du tout à ce flux d'arrivée d'enfants avec autisme. Ce qui fait qu'en fait, la baignoire se remplit et elle est en train de déborder parce qu'il y a des situations absolument catastrophiques. Du début du parcours au diagnostic, le rapport qu'a fait l'inspection générale des affaires sociales montre que le temps d'attente est toujours de pratiquement plusieurs années pour avoir enfin un diagnostic, ce qui est quand même le point de démarrage dans le parcours et le fait d'avoir des aides pour démarrer l'accompagnement de l'enfant. Et derrière, si on avance vers l'enfance, l'entrée dans l'école, l'adolescence et l'âge adulte, il y a des situations catastrophiques de jeunes qui sont à la maison continuellement avec des parents qui n'en peuvent plus. Et là, évidemment, on parle de cas véritablement critiques. C'est une vaste pagaille en fait aujourd'hui l'autisme parce que vous avez de tout. Et moi je pense que le 4e plan autisme, ce qui vient d'être annoncé, c'est-à-dire que il va y avoir là pendant 5 mois ou 6 mois, je ne sais plus exactement, un état des lieux dans toutes les régions avec les associations, avec les professionnels. Moi, je trouve ça très bien. Mais ça, en soi, c'est un changement, parce que ça n'était pas le cas jusqu'à présent. Moi, je pense qu'il faut qu'on en passe par là. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un véritable état des lieux dans toute la France, avant de savoir où va l'argent, là où sont les vrais besoins. Enfin, des besoins, de toute façon, il y en a partout. Il faut une remise à plat, il y en a pour les enfants, il y en a pour les écoles, il y en a pour les adultes. Les besoins, ils sont monstrueux. Voilà. Alors, je vais donner quelques chiffres à cet effet. Le 3e plan autisme prévoyait la construction de 1500 places dans des foyers spécialisés. Selon ce rapport, au mois de février, donc en février 2017, seuls 267 avaient été construites, en tout cas prévues. Et la conséquence de tout cela, c'est que de plus en plus de familles se tournent vers l'étranger et en particulier vers la Belgique. Ça, c'est un vrai souci aujourd'hui, cette sorte d'exil forcé des familles pour un accompagnement. Ça fait un moment que les familles vont en Belgique. Je ne sais pas depuis combien d'années, mais ça fait un long moment que les familles partent en Belgique parce qu'il n'y a pas de place en France. Oui, je suis dans l'autisme depuis 15 ans et ça fait 15 ans que je sais que des familles font le choix, n'ayant aucune autre solution, que d'emmener leur enfant et évidemment aussi beaucoup leurs adultes vers la Belgique. Et la France s'est fait épingler d'ailleurs par l'Europe à ce propos. Bien sûr, oui. Mais sans effet a priori alors. Non, je crois que pendant le ministère précédent, il y a eu un audit. Enfin, ils ont essayé de regarder quand même ce qui se passait. Ils ont réglé certains points de convention avec l'État belge. Ils ont amorcé l'idée que des dotations pouvaient être données à des associations gestionnaires en France pour commencer à faire revenir, mais c'était trop tard. Ça a été décidé en 2015 et le temps de construire tout ça, il y a toujours les mêmes nombres de personnes, voire plus, qui sont accueillies en Belgique sur fonds publics français. Parlons de ce 4e plan autisme qui n'a pas encore vu le jour. On en connaît les axes majeurs, on sait un petit peu où on veut aller, en tout cas on l'espère. Il s'agit, en l'espèce, de mieux accompagner les familles. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, à titre personnel? À titre personnel ou en votre qualité de président, mais si vous êtes directement oui, bien sûr. Donc, concerné. À titre personnel, étant parent, ayant une jeune fille de 18 ans, évidemment, je vais être très très sensible aux projets qui vont être développés en matière d'accueil et notamment d'ouverture vers des habitats innovants, on va dire, c'est-à-dire des habitats partagés, des habitats inclusifs dans la cité, non pas exclus loin de tout, et puis évidemment des accès à l'emploi, parce que la grande question, c'est qu'on comprend maintenant que les personnes autistes peuvent tout à fait travailler comme les autres, évidemment dans des emplois adaptés à leurs compétences, et qu'aujourd'hui, très très peu ont accès à cet emploi. Donc il faut développer des solutions en la matière. Cécile Pivot? Moi aussi, c'est à peu près ce que j'attends pour mon fils qui a 23 ans, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment des foyers de vie qui se développent un petit peu partout, pouvoir tout mettre en place pour que ces jeunes adultes deviennent indépendants.
Voilà, parce que c'est possible. Il faut leur donner les moyens de devenir indépendants. Donc, il y a un vrai manque aujourd'hui, mais qui est... Ouais, moi, j'ai plutôt... Parce que pour l'instant, quelle est la réalité de leur quotidien? C'est-à-dire qu'on les met dans des structures spécialisées, mais qui sont isolées, qui sont considérées comme des maisons de handicap. Comment Voilà, ça se des passe foyers d'accueil médicalisés, donc loin de tout, pas du tout inclusif, c'est-à-dire peu d'accès à la cité, aux activités de la cité, peu d'accès à l'emploi, des occupations. Alors quand on regarde le cahier d'occupation de la semaine, on trouve peut-être 2 occupations. Vous imaginez ce que le reste du temps et de la journée veut dire. C'est-à-dire qu'ils sont livrés à eux-mêmes le reste du temps. Oui. Ouais. Après, je pense que ça dépend des endroits. Voilà. Je crois que c'est très divers. C'est comme tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a des endroits qui sont très bien, et puis il y a des endroits qui sont moyennement bien, et puis il y a des endroits qui sont catastrophiques et qu'il faudrait fermer. Il y a de tout aujourd'hui. Moi, j'ai la chance aujourd'hui, mon fils est dans un hôpital de jour qui est formidable. Après, c'est un endroit où il est depuis 2 ans. Avant, il a été dans des endroits épouvantables qui ne convenaient pas du tout, et ça a été le parcours du combattant. Donc, voilà. Mais si on revient un instant quand même au-delà des personnes adultes, donc sur les enfants et les attentes par rapport au plan autisme pour les jeunes parents et les enfants, évidemment, ce qu'on attend, c'est que enfin l'organisation du système de diagnostic en France se modernise. Évidemment, on ne peut pas compter sur quelques centaines de pédopsychiatres en France. Il faut faire comme dans d'autres pays, c'est-à-dire proposer que des médecins de première ligne, que des psychologues puissent déjà repérer des difficultés et sans attendre enclencher des processus d'accompagnement. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut évidemment accélérer ce que fait l'éducation nationale, c'est-à-dire s'organiser pour accueillir ces enfants. Alors, on rappelle qu'aujourd'hui, seuls 20% des enfants atteints d'autisme sont scolarisés. Hein. Ça paraît vraiment ça a progressé. Il y a une promesse quand même en 2017 de la part de Jean-Michel Blanquer. 112 unités d'enseignement en maternelle doivent être créées. Est-ce que c'est suffisant? J'imagine que non, non, à vos yeux. Mais voilà, l'effort continue, donc évidemment, il faut le saluer. Ce qui n'est pas suffisant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'enfants qui ont la capacité d'aller vraiment dans le milieu ordinaire et pas simplement dans ces unités maternelles. Et que pour ça, il faut des accompagnants formés et surtout un temps de scolarisation qui ait du sens pour la famille. Parce que vous imaginez ce que ça signifie que d'avoir 1 heure de scolarisation par jour. Il faut vous organiser, donc en général, vous arrêtez de travailler pour récupérer votre enfant, le ramener à l'école, l'emmener chez l'orthophoniste, c'est... la croix et la bannière. Il y a un vrai chantier aussi au niveau de la formation, parce que les personnes qui doivent s'occuper d'enfants autistes dans le milieu scolaire ordinaire ne sont pas formées. Elles rêvent que de ça. Il n'y a pas de cursus universitaire. Donc, après, ça recoupe aussi plusieurs professions. Il n'y a pas une seule manière d'être formé. Il y a, j'imagine, le corps médical, il y a les psychologues, il y a les enseignants à proprement parler. Cécile Pivot parle des accompagnants, ce qu'on appelle les AVS accompagnants de vie scolaire, qui en fait sont recrutés pour accompagner toute forme de handicap et qui n'ont pas malheureusement les formations suffisamment pointues pour accompagner notamment des enfants autistes à l'école. Donc aujourd'hui, ça se passe comment? Ça se passe sur une base volontaire, disons Oui, effectivement, les plus motivés, les plus intéressés vont se former par eux-mêmes. Alors ils ont quand même un petit peu de formation, mais c'est pas suffisant. Mais effectivement, on en trouve qui sont très très motivés, qui font les démarches pour avoir les formations nécessaires. Ouais. Lilia Réchignac, j'aimerais qu'on parle avec vous de la vie des adultes autistes. Est-ce qu'on peut travailler désormais dans de vraies bonnes conditions une fois qu'on a passé toute la phase de scolarisation et qu'on démarre dans la vie professionnelle? Est-ce que c'est un parcours du combattant ou est-ce qu'il y a des moyens d'y parvenir? Beaucoup d'éléments dans votre question. Oui, on peut travailler dans des vraies bonnes conditions, mais c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, il y a des entreprises. Nous, aujourd'hui, d'ailleurs, ça me permet juste de rebondir sur ce que vous avez dit pour la formation. Et je suis totalement d'accord et j'élargirai cette formation non seulement aux accompagnants qui sont censés être spécialisés, mais également aux professeurs qui probablement n'ont pas d'autistes dans leur classe, mais qui un jour en auront, et au-delà, aux professeurs en général, aux managers. Aux managers aussi, absolument, c'est très important. Voilà, donc dans l'entreprise aujourd'hui, il faut former, et ça c'est ce qu'on s'efforce vraiment de faire, il faut sensibiliser toute l'entreprise et les managers au fait qu'il puisse y avoir des personnes qui sont concernées par l'autisme, dont beaucoup ne le savent même pas. Je l'ai appris à 29 ans, ça fait tard. Et ça fait partie des conditions pour qu'il y ait un vrai bon environnement pour la personne. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme vous, qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, qui lancent des start-up? Est-ce que c'est un moyen aussi, pour certains qui ont encore des troubles comportementaux ou d'insertion sociale, de pouvoir exercer une profession qui leur tient à cœur, sans avoir à affronter peut-être des choses qui leur font peur ou qui sont intimidantes pour eux? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne pense pas, mais il y en a. Moi, j'en connais. J'ai un bon ami qui est entrepreneur, qui est Asperger aussi.
L'avantage, effectivement, vous l'avez dit, en fait, on crée notre métier, notre rythme, etc. Donc en revanche, il y a quand même certaines choses qu'au quotidien on a du mal à faire, et ça freine énormément de personnes qui sont concernées par l'autisme, même si c'est l'autisme de haut niveau. Ma première structure, j'ai jamais réussi à la faire décoller. Aujourd'hui, j'ai plein d'associés qui ont les compétences qui m'aident vraiment et sans qui je ne pourrais pas travailler en fait, et je l'ai compris assez tard. Donc oui, je pense que c'est une très bonne chose, mais après, encore une fois, que ça soit en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, il faut être conscient de nos propres difficultés et aussi de nos propres dons et se faire entourer. Et on parlait de la notion de... Allez-y. Pardon, oui, je voulais juste aller dans votre sens. Le fait de mettre des enfants autistes ou d'autres handicapés mentaux, c'est pas uniquement pour l'autisme, les insérer dans des classes en maternelle, dans les petites classes, c'est formidable pour ces enfants-là. Bien sûr, ceux qui peuvent suivre, mais c'est aussi formidable pour les autres enfants. Et ça va être formidable tout au long de leur vie. Parce que ces enfants-là, ils sauront ce que c'est que le handicap. Et le jour où ils doivent recruter, le jour où ça leur fait pas peur. Ils ont été enfants avec des enfants qui ont été handicapés. Oui, ça leur a mise fait en drôle contact une précoce, semaine, 2 semaines. Et puis après, ils s'y sont faits. Les enfants, il y a une formidable... Ils s'adaptent très très bien. Voilà. Et plus tard, une fois qu'ils sont adultes, ils bossent, mais ils sont DRH, ils sont managers, ou peu importe, ou ils vont être les collègues, et ça va bien se passer parce qu'ils savent ce que c'est. Donc c'est bien pour tout le monde. Vincent, vous parliez de la notion d'habitat aussi qui est importante. Pourquoi ? Parce que une personne handicapée avec autisme a les mêmes droits que n'importe quelle personne, droit à un espace de vie privé, à un minimum d'intimité, à pouvoir organiser son propre rythme de vie, à avoir ses activités. Et il y a des freins encore en la matière pour l'accès. Comme les structures spécialisées sont malheureusement très enfermantes, on l'a dit, isolées, ont des rythmes de vie, des contraintes qui font que tout est réglé presque comme dans un établissement militaire. Forcément, il n'y a pas cette intimité, il n'y a pas ce rythme de vie, tout est cadré. On respecte pas aujourd'hui le droit de ces personnes dans ces structures-là. Alors, comme vous l'avez dit, je pense qu'heureusement, il y a quand même des coins de ciel bleu dans le ciel. Et puis voilà, il y a l'innovation, il y a des gens qui évoluent, il y a des activités qui se créent. L'innovation vient beaucoup des parents et des entrepreneurs. Et effectivement, un des points forts, je pense, du début de la concertation du plan, c'est d'aller chercher ces innovations, montrer qu'elles ont marché et voir comment on va pouvoir les généraliser. J'ai lu pour conclure qu'aujourd'hui, si on en est là, si les familles sont un peu frustrées de ce qui s'est fait en la matière en ce qui concerne les plans autisme, beaucoup se plaignent d'une sorte de défaillance collective. Est-ce que c'est comme ça que vous résumeriez la situation? Est-ce qu'il faut faire notre examen de conscience aujourd'hui par rapport à ça? Ça pose, si vous voulez, la question, oui, alors évidemment par rapport au regard qu'a la société sur le handicap et sur l'autisme en particulier. Effectivement, la sensibilisation, la première campagne nationale sur l'autisme, elle a été faite l'an dernier avec un site internet, Dis-moi Elliot, mais elle a été attendue depuis une dizaine d'années. Et on voit bien que quand les Français comprennent ce qu'est l'autisme, le regard change complètement. Donc tant qu'on n'a pas ça, on peut pas. Et puis on voit bien à quel point tout le monde, là c'est un peu le directeur de la Fondation pour l'enfance qui parle, tous les autres professionnels de l'enfance doivent aussi s'adapter et changer le regard. Quand on sait qu'aujourd'hui, une maman s'est fait placer ses 3 enfants parce qu'elle revendique simplement que ces 3 enfants étant effectivement autistes, ils puissent avoir droit à un accompagnement adapté, à l'accès au milieu scolaire, etc. On est quand même dans un monde de fous. Voilà, c'est absolument pas normal qu'aujourd'hui des centaines de familles soient condamnées, stigmatisées, parce qu'elles veulent simplement que le regard de la société et des professionnels de l'enfance évolue sur l'autisme. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Dans un instant, la suite d'Intégral Weekend avec le G20.